Quand on pense à la science et à celles et ceux qui la font, on pense d'abord peut-être spontanément aux chercheuses, aux chercheurs, aux enseignantes-chercheuses et aux enseignants-chercheurs. Et pourtant, la communauté scientifique ne se réduit pas à eux. À côté des chercheurs, il existe d'autres professionnels qu'on regroupe souvent sous l'expression ITA pour ingénieurs, techniciens et administratifs. On ne parle pas beaucoup de ces métiers, et c'est dommage, parce que ça laisse penser d'abord que la recherche scientifique n'est faite que par des chercheuses et des chercheurs, ce qui est faux. Ensuite, parce que beaucoup de ces professions sont passionnantes en elles-mêmes, et que parler d'elles, c'est parler de science dans sa dimension la plus concrète, j'allais dire la plus artisanale, et donc donner à voir l'activité scientifique sous un jour différent. Dans cette vidéo, je vous propose de mettre un coup de projecteur sur 4 de ces professionnels qui font un métier aussi passionnant que méconnu. Je vous emmène d'abord à la rencontre d'une illustratrice scientifique. Sophie Fernandez travaille au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, au laboratoire de paléontologie, au contact de chercheuses et de chercheurs qui ont besoin de son talent d'illustratrice. Pour simplifier, on pourrait dire qu'elle les aide à faire 2 choses, représenter et reconstituer. Le premier aspect, c'est représenter des données scientifiques, comme des fossiles par exemple, comme ce dessin d'un fossile de homard qu'elle a réalisé pour l'article publié par une équipe de paléontologues du MNHN. Et ce travail de représentation ne se réduit pas à une reproduction technique, fût-elle virtuose. Le dessin est un outil d'observation en tant que tel. Moi, ce que j'aime mettre en avant, c'est que dessiner, c'est observer. C'est-à-dire que lorsqu'on observe, lorsqu'on passe au dessin d'un objet, on va le regarder d'une autre manière que si on le regardait uniquement avec les yeux. Ça oblige à voir des informations, des détails sur lesquels on serait peut-être passé à côté si on avait fait juste l'observer. Et c'est ça qui est très important avec le dessin scientifique aussi, et le rapport avec le scientifique, c'est que nous, en passant à l'action dans l'acte de dessiner, on va voir parfois des choses que le scientifique lui-même n'avait pas vues. Et c'est ça qui est chouette et qui est intéressant, c'est qu'on a même une sorte de participation à la science. Notre regard et notre manière d'observer ce que l'on dessine permet de comprendre l'objet, de comprendre le fossile. Et c'est ça qui est très intéressant en tant qu'illustrateur. Le second aspect du travail d'illustratrice scientifique, c'est la reconstitution d'animaux qui ont disparu, avec ou sans représentation de leur environnement, la plupart du temps pour des expositions destinées au grand public. C'est par exemple ce que Sophie Fernandez a fait pour le mammouth de Durfort. Le squelette de ce mammouth, découvert dans un village d'Occitanie en 1869, après avoir été complètement restauré, a été réinstallé à l'été 2023 dans la galerie de paléontologie du muséum. Pour l'occasion, Sophie a conçu une reconstitution du mammouth dans son environnement sur une grande fresque disposée le temps de la restauration, ainsi qu'une série de signalétiques destinés à informer le public. Alors là, je vous montre juste, si vous voulez, au niveau de temps, il y a la reconstitution du mammouth qui est au pied de... Donc ça, c'est vous qui l'avez dessiné? C'est moi qui l'ai dessiné. C'est quand même super gratifiant. Ah ben oui. C'est toujours gratifiant lorsque le travail peut être montré au grand public, effectivement. C'est vraiment dans ce travail de reconstitution qu'on mesure tout l'art de l'illustrateur ou de l'illustratrice scientifique qui doit trouver un équilibre subtil entre l'imagination d'une part et puis le respect des connaissances scientifiques d'autre part. En reconstitution, il y a cette spécificité, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer d'aller le plus loin possible sur la véracité, sur la rigueur scientifique, mais comme il y a toujours une part d'inconnu, du fait de la discipline de ce qu'on dessine n'existe plus, il y a toujours une part d'imaginaire, ce que nous on appelle la paléopoésie. Et c'est là, mais ça reste toujours en discussion avec le scientifique, où on va pouvoir avoir une part un peu d'imaginaire et supposer des couleurs, supposer des détails de l'animal que l'on est en train de reconstituer. Cette paléopoésie dont vient de parler Sophie, est-ce qu'elle sera un jour mise en concurrence avec l'intelligence artificielle? Est-ce que son métier est menacé par le développement d'IA génératives comme Midjourney ou autres DALL-E? Je lui ai posé la question. Moi, j'ai envie de croire que oui, effectivement, le métier d'illustrateur scientifique continuera à perdurer. Peut-être que les métiers futurs, ça sera apprendre à donner des bonnes caractéristiques à une intelligence artificielle
pour qu'elle crée l'illustration. Je trouve que la transmission des connaissances peut se faire par plein de biais. Et si mon métier doit évoluer, j'évoluerai avec, c'est au besoin, et puis voilà, on verra. Le métier de la personne que je vous fais découvrir maintenant est tout aussi utile et méconnu que celui de Sophie, mais dans un style différent. Quoique, vous allez le voir, la dimension artistique est là aussi bien présente. Direction l'Université de Rennes, à l'Institut des sciences chimiques de Rennes, à la rencontre de Thierry Pin, souffleur de verre. Voilà, en pleine action. Bonjour Thierry Pin. Bonjour, enchanté. Écoutez, Mathieu Rouault, très heureux de vous rencontrer. Donc, Thierry Pin, souffleur de verre. Voilà. C'est votre atelier, tout ça? Et une partie là en fait? Là, c'est une partie de l'atelier. Ici, vous êtes dans la salle des machines. Là, vous avez une tronçonneuse, ici, qui permet donc de couper le verre. Là, vous avez une carotteuse qui permet de faire des trous dans le verre ou des carottes. Le job de Thierry Pin depuis 30 ans, c'est de fabriquer et de réparer des instruments de verrerie scientifique pour les chercheuses et les chercheurs, notamment des doctorantes et des doctorants pour leurs expériences de chimie. Est-ce que vous avez compté le nombre de pièces que vous avez produites au cours de toutes ces années? Oh non. Non, là je pourrais pas du tout dire combien de pièces en tout j'ai pu réaliser. En une année, j'ai minimum 800 à 1000 pièces minimum qui sortent de l'atelier. Mais je sais que pour un laboratoire, par exemple, c'est une pièce par jour minimum que je fais pour un seul doctorant, parce que ce sont des pièces qui ne servent qu'une seule fois. Une fois que la pièce a été utilisée, on ne peut plus du tout refaire la manip dessus. Comment on devient souffleur de verre, Thierry Pin? J'ai découvert le métier en troisième. En fait, en troisième, en allant voir un fileur de verre qui a strictement rien à voir avec la verrerie scientifique. J'ai passé beaucoup de week-ends à aller le voir, travailler. Et donc après, il m'a fait connaître, il m'a parlé justement de la verrerie scientifique sur Paris. Et donc vous avez fait vos études au lycée d'Orient? Voilà, donc j'ai fait un CAP de 3 ans dans verrerie scientifique et un bac technique de 2 ans. Et après cette formation, voilà. Vous êtes allé directement à Rennes? Non. Après cette formation, je suis parti à l'armée. Et suite à mon armée, quand ça a été terminé, j'ai eu la chance de tomber sur 2 souffleurs de verre, en verrerie d'art et en verrerie de laboratoire, qui cherchaient un souffleur de verre à mi-temps. Et on s'est arrangé. Comme ça, je travaillais 1 mois en verrerie d'art et 1 mois en verrerie de laboratoire. Donc j'ai travaillé à peu près 1 an et demi, 2 ans chez eux. Et suite malheureusement à un licenciement économique en verrerie d'art, donc je cherchais du travail en fait, j'ai recontacté mes profs de Dorian et qui m'ont signalé justement que Rennes, le campus de Beaulieu, était à la recherche d'un souffleur de verre. Et paf, vous avez... Et voilà. Aujourd'hui, le CNRS emploie 10 souffleuses et souffleurs de verre, en tout et pour tout, en France entière. Et au total, en verrerie scientifique, on compte environ 200 à 250 souffleuses et souffleurs de verre en France. Alors la question que j'ai voulu poser à Thierry est toute simple. Est-ce qu'il pense que son métier est menacé? Est-ce que c'est une profession en voie d'extinction? Non, je pense pas, parce qu'en fait, je vais parler un petit peu comme pour moi et comme mes collègues, en fait, on est tous rentrés dans ce domaine par la passion, en fait. Ouais. Voilà. Donc vous pensez que ça peut encore attirer de nouvelles générations? Voilà, après, à nous de notre côté de faire connaître toujours ce métier, en fait. C'est ce qu'on fait ici, avec les troisièmes, par exemple. Vous faites venir des jeunes collégiens ici? Voilà. Donc ils viennent ici en fait en formation, enfin découvrir le métier. Et peut-être pour susciter des vocations? Et après voilà, ça a été le cas pour 2 où suite à leur venue dans mon atelier en fait, ils sont partis au lycée technique d'Orient. On retrouve cette dimension artisanale dans le métier de la personne dont je vais vous parler maintenant. Elle s'appelle Brigitte Spiteri, elle est assistante ingénieure au laboratoire Archéosciences à l'université de Bordeaux-Montaigne. Son job, c'est la lithopréparation. Une lithopréparatrice, donc c'est une personne qui prépare des lames minces de roches ou d'échantillons archéologiques. Une lame mince? Alors, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'une lame mince? Alors, je peux vous montrer.
chose. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Là, en l'occurrence, c'est une fine couche de céramique collée sur une lame de verre, très fine, du coup qu'on peut observer au microscope. La lithopréparation permet d'examiner au microscope des roches, mais aussi des échantillons archéologiques comme des ossements, des marbres, des silex ou des céramiques. Quand je suis allé la voir, c'était justement des échantillons de céramique envoyés par un chercheur en Syrie que Brigitte Spiteri transformait en lames minces. Alors faire une lame mince, c'est un travail tout en précision qui se fait en plusieurs étapes. D'abord, on découpe à l'aide d'une scie plus ou moins grande un morceau de l'échantillon reçu. Les échantillons sont séchés dans une étuve. Ensuite, on les imprègne de résine araldite. On commence par peser précisément la quantité de résine dont on a besoin et on la mélange à un durcisseur. Sous une sorbonne, on verse cette préparation sur les échantillons et pour que la résine les imprègne bien, on les met sous vide. La résine va prendre la place de l'air qu'on enlève. C'est les petites bulles qu'on voit juste là. On laisse les échantillons dans cette sorbonne pendant 2 jours pour que le durcisseur et la résine fassent leur effet. Et une fois le tout rendu très solide, on sépare les échantillons avec une débiteuse. Ces échantillons recouverts de cette résine durcie, on appelle ça des sucres. Avec une polisseuse, on élimine les traces de scie laissées par la débiteuse pour que chaque sucre ait des côtés bien plans. Une fois poli, on refait sécher les sucres et on vient coller une lame de verre sur l'une des surfaces. On attend une bonne douzaine d'heures, que la colle est bien prise, et enfin, avec une scie d'arasement, on affine la lame, on en contrôle l'épaisseur et on termine avec une rectifieuse. La lithopréparation, c'est un métier, on l'a vu, qui suppose de maîtriser vraiment beaucoup de techniques différentes, mais c'est un métier qui se fait aussi de plus en plus rare, paradoxalement, dans les organismes de recherche et les universités. On compte en France aujourd'hui moins d'une 40aine de lithopréparatrices et de lithopréparateurs, car les postes sont bien loin d'être systématiquement renouvelés, avec le risque de voir un jour ces savoir-faire disparaître. Alors j'ai cru comprendre que la retraite c'était bientôt pour vous, Brigitte. Est-ce que la relève est assurée? Est-ce que vous formez déjà quelqu'un qui va vous remplacer lorsque vous partirez? Moi j'aimerais beaucoup que ce poste continue de fonctionner et de former quelqu'un. Donc ça serait le moment d'avoir quelqu'un à former là maintenant ou à la rentrée. Mais le problème dans les universités, c'est que bien souvent, les gens s'en vont et une autre personne est recrutée sur concours, mais ils ne se croisent pas en fait. Parce que comme c'est un métier qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qu'il y a ce problème de la transmission. Et aujourd'hui, on ne passe plus à un concours de litholamelleur. Ça n'existe plus? C'est des concours avec des connaissances générales, en géologie, en chimie, en mesures physiques, voilà. Donc il y a des gens qui vont arriver, ils n'auront peut-être jamais vu ni fait de la mince. Donc il faut vraiment, si on veut vraiment recruter un lithopréparateur, il faut qu'il apprenne avec un autre lithopréparateur. C'est incontournable. Brigitte Spiteri quittera son poste en septembre 2024 pour une retraite bien méritée. Bonne nouvelle, au moment de monter cette vidéo, j'ai appris que Brigitte serait bel et bien remplacée, même si, comme elle le craignait, elle partira avant l'arrivée de la personne qui lui succédera et ne pourra pas lui passer le témoin. Allez, pour terminer, je vous propose de découvrir un autre métier encore plus rare que les 3 autres, celui de Bernard Bourlès. Installé depuis 2003 à la station marine de Concarneau, il est taxidermiste. Comme tous les taxidermistes, son job consiste à donner aux animaux morts l'aspect qu'ils avaient de leur vivant. Mais lui s'est fait une spécialité, les poissons. Il naturalise des spécimens que des chercheurs ou des pêcheurs de la station viennent lui confier, comme Samuel Iglesias. Cet enseignant-chercheur vient régulièrement lui apporter des spécimens qui viendront enrichir les collections du Muséum national d'histoire naturelle. Le jour de ma visite, Samuel Iglesias est venu déposer à Bernard Bourlès une ombrine côtière, un poisson qu'on retrouve en principe plutôt dans les eaux méridionales, mais qui avait été pêché sur les côtes bretonnes, un des effets du réchauffement climatique. On le comprend en voyant travailler Bernard Bourlès, l'ichtyotaxidermie, c'est vraiment un art en soi. La naturalisation d'un poisson passe par de nombreuses étapes.
Pour faire très schématique, il faut prendre les mesures du poisson, lui enlever délicatement sa peau, avant de la replacer sur un mannequin en polystyrène, comme celui-là, pour redonner du volume au poisson et une apparence naturelle. Il faut ensuite recoudre la peau du poisson sur le polystyrène, lui ajouter des yeux en verre, et le poisson est ensuite recolorisé à l'aérographe. Au total, il faudra environ 12 heures de travail pour naturaliser l'ombrine côtière que lui a apporté Samuel. Si la naturalisation des spécimens de poissons est utile aux chercheurs, elle permet aussi de montrer la biodiversité au grand public. Par exemple, quand je suis allé le voir, Bernard Bourlès participait justement au montage d'une exposition organisée dans la station marine de Concarneau. Voilà, j'enlève le... Je ne vais pas l'accrocher par là. Hein. Non. C'est pour voir les vitrines qui nous restent là. Tiens. Donc lui devrait aller dans la vitrine, dans une des vitrines, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, si vous ne connaissiez pas le métier de Bernard Bourlès, c'est plutôt normal. C'est l'un des très rares représentants de sa profession. Des ichthyotaxidermistes, il y en a très peu. Je dois être un des seuls, pratiquement. En France ? On est très peu. Je ne connais pas trop les autres parce que qu'ils le font professionnellement, ne doivent pas être très nombreux. Ah oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement au quotidien dans ce métier quand même à part ? Oui. Ce qui me plaît le plus, c'est le résultat, quoi. C'est de réussir à faire quelque chose d'esthétique. Qu'est-ce qui se passe quand Bernard Bourlès il décide de raccrocher les gants ? Mais il peut pas. Il peut pas raccrocher les gants ? Ah ben non, il peut pas. C'est pas possible. C'est plus qu'une profession, c'est une passion. Ah oui, c'est une passion, oui. Oui. Si j'étais en retraite, j'en profiterais pour naturaliser des poissons. Oui, d'accord. C'est ça. Comme Bernard Bourlès, Brigitte Spiteri, Thierry Pain ou Sophie Fernandez, nombreux et nombreux sont ces artisans de la science qui participent directement au progrès des connaissances en apportant leur savoir-faire, bien sûr, mais en apportant aussi une approche sensitive, sensible, dont on aurait tort, à mon avis, de priver la science. Et puisque tout le monde, ou presque, s'accorde aujourd'hui à dire qu'il faut développer la culture scientifique en France, est-ce que ça vaudrait pas le coup de parler davantage de ces métiers méconnus, voire ignorés du grand public, si essentiels à la recherche ? La réponse est dans la question. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Grand Labo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager pour faire connaître la chaîne, elle aussi un peu méconnue. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter gratuite de Grand Labo dans laquelle, tous les 15 jours, je propose une chronique sur un thème de l'émission, des recommandations de lecture et puis des infos sur les épisodes à venir. Vous trouverez le lien pour vous inscrire à cette newsletter sous la vidéo dans la description. Voilà, on se revoit dans le prochain épisode de Grand Labo dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous.